Il y a des familles d'aviateurs comme il y a des familles de marins. Les marins n'aiment pas voir mourir leurs vieux bateaux et les aviateurs n'aiment pas plus voir disparaître leurs vieux avions. Ainsi, en l'an 2000, une famille d'aviateurs récupéra le Lockheed Electra numéro 1287, un bimoteur de transport dessiné en 1935 en Californie et aujourd'hui reconnu comme une des merveilles absolues de l'histoire de l'aviation. Père, mère, fils, frères, beaux-frères et amis, tous compétents et passionnés, ramenèrent le vieil Electra à la vie. Electra est une étoile de l'amas des Pléiades dans la constellation du Taureau, à 430 années-lumière d'ici. Dans les années 30, le constructeur Lockheed, qui était basé à côté de Hollywood, donnait à tous ses avions des noms d'étoiles. Il avait fallu autour de 3000 heures de travail avant que cet Electra, l'un des 10 survivants de l'espèce, soit finalement sorti du hangar où il avait séjourné entre des pannes électriques à répétition, l'explosion d'une pompe d'alimentation au carburant et des problèmes de pales d'hélice. Mais enfin, le vieil avion était redevenu un avion tout court, en pleine santé, fait pour voler. Bon, au début, ça fume un peu. Mais une fois la vieille huile brûlée, tout se met en place et s'installe la magie douce et grondante qui est la manière de vivre de ces vieux aventuriers du ciel. Cet Electra avait déjà vécu plusieurs vies dignes de romans. En particulier, il avait été espion volant pour le roi d'Angleterre aux mains d'un gentleman aventurier nommé Sidney Cotton qui avait inspiré à Ian Fleming le personnage de Bond, James Bond. Le vieil Electra entra ensuite par la grande porte dans le cercle des stars du ciel qui se produisent dans les grands meetings aériens. D'Oxford, Le Bourget, la Ferté-Alais, des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs viennent y voir voler ces créatures qui démontrent que l'art a existé aussi dans la technique. L'aviation fut romantique et l'Electra, dans les années 30, fut le plus romantique des avions produits à Los Angeles. Pour un aviateur cinéphile, cet avion-là, c'est la Lorraine Bacall du ciel. Mais ce qui a fait de l'Electra une légende, c'est surtout qu'il fut l'avion à bord duquel Amelia Earhart disparut pour toujours. Amelia Earhart, la plus célèbre des aviatrices de tous les temps. Un beau jour, en mars 2008, je reçois un email qui m'arrive là-dessus et cet email dit « Voilà, on travaille à Hollywood, on fait du cinéma et on va tourner la vie et la mort d'Amelia Earhart. Est-ce que vous voulez y participer avec votre beau Lockheed Electra ?» Au début, quand on reçoit un mail comme ça, on n'y croit pas. On se dit « Non, c'est pas possible, parce que c'est du domaine du rêve éveillé. » Amelia. L'Amérique des années 30 était totalement amoureuse de cette grande fille extraordinaire. Superbe pilote, porte-drapeau des femmes, journaliste, conférencière, elle marqua son époque plus que n'importe quelle actrice hollywoodienne, parce que par définition un acteur ça fait semblant, alors qu'Amelia ne faisait jamais semblant. Elle fut la première femme à traverser l'Atlantique Nord en solo en 20 heures de vol. Elle accumula les records, démontrant qu'un pilote, homme ou femme, est d'abord quelqu'un qui fait les choses. En 1937, avec un navigateur nommé Fred Noonan et avec un Electra un peu modifié, elle se lança dans un tour du monde, 1 an avant celui de Howard Hughes. Elle disparut au petit matin près d'un îlot perdu au milieu du Pacifique, sans doute à court d'essence. Vivante, elle était une icône. Morte, elle devint une légende.
Pour rendre hommage à Amelia, il faudrait donc voler jusqu'en Afrique du Sud. Mais le plus étrange, c'est que, exactement comme cela s'était produit pour Amelia, l'Electra était cassée à la suite d'un atterrissage qui s'était mal terminé. Se retrouver à plat ventre avec cet avion, ça a été quelque chose de très fort. Surtout c'était une belle approche où on s'était pas mal battu. L'atterrissage se passe bien. Et après, à la fin de l'atterrissage, le train rentre, et là, l'avion par terre. Je suis sortie, je crois que j'ai fait le tour de l'avion, j'ai regardé les hélices en vrac, le moteur écrabouillé. Et là, j'étais désolée, j'étais désespérée. Comment on allait faire pour réparer l'avion, qui était quand même sérieusement abîmé? 2 moteurs à changer, mais surtout 2 hélices. Des hélices comme ça, aujourd'hui, on n'en trouve plus sur le marché. Il fallait donc les faire reconstruire. On se dit, ça y est, on a tout cassé, on a cassé le bel avion, et voilà, l'aventure est terminée. En moins de 3 mois, avec l'aide d'un excellent assureur et d'une équipe de mécaniciens magiciens, l'avion revolait. On constitua un équipage pour le convoyage, et sans avoir le temps de vraiment tout essayer, on se lança à l'aventure. On ne savait pas à quel point on allait retrouver Amelia. On pensait encore en pilote, litres de carburant, heures de vol, cap, vent, dérive, vitesse. Au lieu de ça, chacun dans son rôle, on découvrit le sens de la vérité vraie, le sens de l'aventure. En 50 heures, 14 minutes de vol, l'avion descendit toute l'Afrique. Mauvaise météo, les trompes de pluie du front intertropical, pas d'essence là où il y aurait dû en avoir. L'équipage retenu 3 jours sur une île du golfe de Guinée contre paiement d'une rançon. Une bureaucratie délirante, la chaleur et la poussière. On entra dans un autre monde à des années-lumière du principe de précaution. Après 15 jours de voyage, 48 heures seulement avant le début du tournage, l'Electra se présenta en fin d'après-midi au-dessus de la piste de Cape Town. Loin de là, à Johannesburg, les 175 personnes de l'équipe du film se mettaient en place. Robert, Daniel et Tom avaient réussi un vol qui, en 1937, leur aurait valu gloire et célébrité. L'avion, lui, n'avait pas raté un tour d'hélice. Soulagement, quoi. Gros soulagement, c'est le stress retombe. On se tombe dans les bras et c'est fabuleux, on sait qu'on a rempli la première partie du contrat et que le tournage va bien se passer. Une demi-heure seulement après l'arrêt des moteurs, l'Electra est poussé dans un hangar. En 24 heures, il va falloir le débarrasser de ses couleurs d'origine et le repeindre comme l'Electra d'Amelia. L'équipe du film réunit un générique impressionnant. Amelia est jouée par Hilary Swank, 2 Oscars de la meilleure actrice. Le rôle de son mari, George Putnam, est tenu par Richard Gere. La réalisatrice est Mira Nahir, Lion d'or à Venise. Le scénariste a eu un Oscar pour Rain Man. Le directeur de la photo a signé la leçon de piano. Gabriel Yared a été oscarisé pour la musique du patient anglais. Enfin, la direction des images aériennes revient au barbu, là, Mark Wolf, dont Amelia va être le 130e film. La peinture à peine sèche, l'avion part pour Johannesburg, à 5 heures de vol du Cap. Tout le monde a le trac. Il va falloir assurer pendant 1 mois, se couler dans l'horlogerie hollywoodienne, car en cas de problème, ils n'ont pas d'avion de remplacement. À Johannesburg, la production a littéralement colonisé le vieil aéroport. Robert repart vers la France et son travail arrive Antoine. Amelia, première. Le système Hollywood, finalement, c'est pas ce à quoi on peut s'attendre initialement, c'est pas le star system. C'est plus de la technique, beaucoup de technique et une armée de techniciens derrière. En haut de l'armée de techniciens, il y a la réalisatrice, il y a aussi les acteurs qu'on voit très peu finalement sur le tournage. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est justement toute cette armée de techniciens qui sont derrière. C'est très intimidant de voir une grande équipe comme ça qui travaille, tout le monde au service de tout le monde. Très 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 bonne entente sur le plateau, sans retard, sans état d'âme, très gentil, très souriant, surprenant. Le 3e jour du tournage, c'est l'anniversaire d'Hilary. Dans le hangar qui sert de cafétéria, on amène des cheesecakes et puis on fait des photos.
Antoine pose avec Amélia. Étrangement, le grand-père d'Antoine, en 1937, avait déjà posé avec Amélia, la vraie, à Dakar, où il pilotait les avions d'Air France. Le destin sait parfois faire d'étranges raccourcis. Fin du tournage au sol des scènes de comédie, départ pour les tournages des séquences en vol du Tour du monde d'Amélia. Pendant 2 semaines, on va sillonner l'Afrique du Sud et découvrir que la planète est magnifique, et pas si surpeuplée que ça. Le moindre vol dure 5 heures, avec des escales pour remettre de l'essence, demander la météo et avaler un sandwich. On découvre Amélia en s'enfonçant vol après vol, à 300 à l'heure, vers un autre monde. On s'était posé à Beaufort-West, là un petit terrain paumé, c'était un décor de western pratiquement, avec une approche très difficile, beaucoup de vent, on était accrochés aux hélices. Mais c'est invraisemblable cet endroit, c'est plus western que l'Arizona. Et quand on s'est posé là encore, on est sorti dans l'espace-temps, on est parti ailleurs. Perdu dans l'immensité des plateaux, loin au nord-est du Cap, il y a une piste en latérite qui s'appelle Nadini. À Nadini, Hollywood avait installé une base, genre de camp militaire pour 400 personnes. À Nadini, on doit tourner 2 séquences importantes. L'arrivée d'Amélia à Gao et son décollage de nuit de Calcutta en pleine mousson, depuis l'aérodrome de Dum Dum. Étrangement, le grand-oncle de Mira, la réalisatrice, avait autrefois commandé le terrain d'aviation de Dum Dum. Au petit matin, là-haut, il fait -5, mais le soleil chauffe vite. L'équipe a fabriqué 2 décors, un à chaque bout de la piste. D'un côté, le village de terre séchée de Gao, de l'autre, le hangar de Calcutta. Le décollage de Calcutta sera tourné après le crépuscule. La mousson sera fabriquée par des camions-pompes arrosant, noyant les 100 premiers mètres de la piste. Et la piste elle-même ne sera balisée qu'avec des fûts remplis de kérosène. Techniquement, on sera donc de retour en 1935. En fin d'après-midi, on essaye le dispositif. Ensuite, soleil à l'horizon, on met en route et on va tourner. Elles ont commencé avec le soleil assez bas sur l'horizon, donc le soleil en plein dans les yeux, donc on n'était pas très à l'aise avec Daniel et Thomas. J'étais dans le fond de l'avion, j'avais la caméra sur les genoux et on est parti pour je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas combien de temps ça a duré, d'enfer. Pour moi qui étais par terre avec Mark Wolf et nous, on faisait finalement la liaison entre l'équipe de tournage et l'équipage dans l'avion, c'était quand même assez... on avait du mal à parler même. Le premier et le deuxième, ça allait, c'était quand même assez chaud, il y avait du vent de travers, beaucoup de relief dans l'avant-arrière, une approche pas très stable. Et puis, donc les 2 premiers atterrissages, ça allait, mais à partir du 3e, on en a fait 5, me semble-t-il. Et à partir du 3e, là, on a fini vraiment 2 nuits. Posé, pas cassé. On est en Afrique du Sud et les ailes sont étrangement couvertes de glace. Pour se réchauffer, on peut évidemment remplir les réservoirs à la main. Ça ajoute au dépaysement temporel. On va maintenant filmer l'arrivée d'Amélia à Gao, venant de Dakar, alors qu'elle faisait route vers l'Est, vers les Indes et plus loin, vers le Pacifique. Ce qui perturbe le plus au cinéma, c'est tourner une histoire en oubliant la chronologie des événements dans la réalité.
Les enfants qui vont accueillir Amelia après son atterrissage sont réfugiés dans le faux village, à l'abri du vent qui est vraiment froid. Ce jour-là, il faudra 7 vols pour avoir la bonne prise. Retour à Cape Town. Journée de repos obligatoire. Ainsi, on a décidé la production qui obéit à des règles syndicales édictées en Californie. L'avion a quitté la France il y a 21 jours et nous, on nage en pleine confusion mentale. Alors on va explorer Cape Town, qui évoque une San Francisco africaine mêlée de relents victoriens. On explore, sous la pluie, l'un des plus merveilleux jardins botaniques qui soient. Et puis on découvre aussi que les Sud-Africains fabriquent d'étranges automobiles qui chez nous seraient politiquement très incorrectes. Chez eux, visiblement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Demain, drôle de programme. On tourne la mort d'Amelia. On décolle, les réservoirs pleins et on se retrouve en l'air pour un vol de 4 heures au ras de l'eau, devant le cap et la montagne de la Table. L'hélicoptère, piloté par Marc, va voler avec nous, parfois horriblement près. De temps en temps, à court de pellicule, il partira recharger l'énorme caméra accrochée sous son nez, nous laissant seuls avec la fin d'Amelia. Amelia était partie de Nouvelle-Guinée avec 21 heures d'essence à bord. Elle arriva 20 heures plus tard, au petit matin, dans les parages de l'île Howland, cet îlot minuscule, sans relief ni végétation, en plein milieu du Pacifique. À l'époque, il n'y avait pas d'aide à la navigation et Fred Noonan et Amelia ne trouvèrent jamais l'îlot. On pense qu'ils se posèrent sur l'océan à une trentaine de kilomètres de leur cible. On ne retrouvera jamais aucune trace de l'Electra. Ce fut une longue et étrange après-midi au ras de l'eau, passée pour nous à chercher une île imaginaire. Puis commença le plus beau des voyages pour cet avion qui pourtant en avait vu bien d'autres. Il fallait d'abord filer vers East London sur la lointaine côte du sud-est, et ce fut un vrai cadeau. Voler en liberté totale, c'est le rêve ultime pour les avions et pour les aviateurs. Ça dura des heures et des heures. Au bout de ce vol délirant, il y avait le tournage aérien le plus difficile du film, celui du dernier décollage d'Amelia depuis un terrain de Nouvelle-Guinée. La piste en herbe d'où elle était partie surplombait le Pacifique et dans un avion qui normalement embarquait 800 kg d'essence, elle en avait chargé 2 tonnes. La seule piste trouvée en Afrique du Sud lors des repérages s'appelait Treneries. C'était une piste pour ULM, beaucoup trop courte, beaucoup trop étroite. Pas question d'y poser l'Electra. Il allait falloir simuler le décollage d'Amelia et son plongeon vers l'océan pour grappiller un peu de vitesse malgré la surcharge. Le décollage allait être filmé par 3 caméras, dont celle de l'hélicoptère poursuivant l'avion. Selon l'expression d'Antoine, ça allait être chaud. On est parti à 3 parce qu'il fallait 3 paires d'yeux sur Treneries. Il fallait le pilote qui regarde à gauche,
Daniel qui vérifiait à droite si on passait bien au niveau des arbres, et moi je faisais la surveillance de la mécanique parce qu'on a fait quand même pas mal de tours de piste avec des touchés, des remises des gaz, et il faisait chaud et donc la mécanique a souffert ce jour-là. On a fait 22 approches. Ça a commencé au petit matin, les premières approches, avec encore une fois du vent de travers et des arbres de chaque côté. On avait demandé à ce que les arbres soient coupés de chaque côté de la piste, ce qui n'a pas été fait. Et en plus, avec les ombres du petit matin, on se demandait vraiment où on allait. Puis arriva le temps de la magie pure. Les tournages au sol étaient terminés. Les stars étaient repartis vers Londres ou vers Hollywood. Antoine, à son tour, fut remplacé par John, pilote de brousse, sud-africain. L'Electra et son poisson-pilote allaient continuer seuls et explorer durant 2 semaines les plus beaux paysages du sud de l'Afrique. L'Afrique. La grande Afrique des grands espaces. C'est la nature dans son état le plus pur. C'est sans doute là que l'on découvre quelques-unes des vérités vraies, parce que là on se mesure aux grands critères de la création. À partir de là, l'Afrique offrit à l'Electra et à ses occupants ce qui avait vraiment inspiré Amelia. Vu du ciel, le monde devient un miracle. Et seuls les oiseaux, les aviateurs et les anges, s'ils existent, en sont les témoins. Mais ce miracle se mérite. Je me souviens de John Herbert, notre compagnon sud-africain, qui nous a dit aujourd'hui c'était brutal. Et c'est vrai qu'il y a eu des journées où la sensation brutale, telle qu'il disait, c'était un petit peu prendre le pack avant du 15 de France. Et c'est vrai qu'on se couchait souvent très fatigué. L'Electra s'en fut loin dans le nord, survoler l'une des vraies merveilles du monde, les chutes Victoria. Ce genre de vol fait des trucs bizarres dans l'esprit des aviateurs. C'est dans ces longs moments que l'on comprend pourquoi un jour on a voulu voler. On a voulu voler pour se payer de ce côté-ci de la vie un acompte de paradis. C'est pour ces moments-là qu'exista Amelia Earhart. Puis ils partirent vers l'ouest. Plus loin à l'ouest, après la brousse, ils rencontrèrent la planète Mars, au-dessus de ce qu'on appelle le delta de l'Okavango. Ils poussèrent le vieil avion encore plus loin, et finalement, ils arrivèrent à la Lune. Un matin, l'hélicoptère disparut en direction du Cap. Jean-François arriva de France pour remplacer John dans le cockpit de l'Electra, et en 19 jours, ils rentrèrent à la maison. Un voyage de nouveau pollué, de virtuoses bureaucrates, de trafiquants d'essence frelatée, de pauvres humains sans rêve ni respect de la beauté. Amelia avait parcouru 30 000 kilomètres avant de disparaître dans le Pacifique. Le vieil Electra regagna son hangar après avoir volé 35 000 kilomètres sans rater un tour d'hélice. Après, vint le temps du baby blues. Après, il y a un grand vide quand même, parce que ça remplit bien les journées de revivre un petit peu ce qu'ont vécu nos anciens. Quelques semaines après, on commence à décompresser,
à relire les notes, à revoir les photos de ce qu'on a fait là. Quelle aventure, c'était superbe. Se dire qu'on est allé risquer ce truc-là dans cette aventure, alors c'est bon pour l'ego de dire « Ah ouais, maintenant on est content, ça a marché ». Mais c'est idiot. Faut pas faire des trucs comme ça avec ce genre d'avion. C'est dur, hein? On regarde l'avion. L'avion le pousse dans le fond du hangar. Puis les portes se referment.